Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo à destination du public de première, vidéo consacrée à Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Alors comme vous le voyez, le studio, le décor a un petit peu changé. Voilà, un vrai tableau, nous sommes au lycée. Et vidéo numéro 2, consacrée à la suite de l'étude du prologue. Alors, comme c'est écrit derrière moi sur le tableau, prologue vient du grec prologos, qui signifie avant le discours. On peut se poser la question, est-on véritablement déjà dans la pièce? Alors, bien évidemment, étant donné que Louis est un personnage de la pièce et que il monologue, il parle seul, bien évidemment que la pièce a commencé, mais on peut se demander est-ce que l'action de la pièce a véritablement commencé avec le prologue? Bon, on ne va pas trancher la réponse. Louis parle seul, c'est un monologue. Et si vous êtes vraiment attentif, les 43 lignes de ce prologue ne constituent qu'une seule phrase. Il convient de regarder la ponctuation, mais si vous regardez à la fin de chaque ligne, il y a une virgule. Alors parfois, il y a des tirets, et même à la ligne 27, quand il y a un point d'interrogation, ce point d'interrogation est suivi d'une virgule. Donc en fait, ce prologue n'est qu'une seule phrase, qui est un monologue de Louis, et qui est en fait le monologue de sa conscience, de sa pensée. Et pour moi, et bien sûr pour de nombreuses autres personnes, dans ce monologue, en fait, on va comprendre que Louis est mort et il s'adresse à nous depuis la mort pour parler d'un événement antérieur. Cet événement antérieur, c'est ce dimanche durant lequel il a rencontré sa famille pour leur annoncer son décès prochain. Alors, on retient bien ça, c'est un monologue, c'est une seule phrase grammaticale et on a ce problème de temporalité. Et mon interprétation, c'est que Louis nous parle depuis la mort. Alors, le fait de commencer une pièce par un prologue, c'est bien évidemment pas du tout une invention de Lagarce, ça existe depuis le théâtre antique, d'accord? Et si vous pensez par exemple à une pièce que vous avez étudiée pour beaucoup en classe de troisième, qui est la pièce Antigone de Jean Anouilh, qui est une pièce qui date des années 1940. Vous aviez, au début de cette pièce, un personnage, d'accord, qui prenait la parole, qui faisait un monologue et qui vous disait, alors la jeune fille que vous voyez là-bas, elle s'appelle Antigone, à la fin de la pièce, elle est destinée à mourir. La jeune fille qui est là-bas, elle s'appelle Ismène, durant toute la pièce, elle est destinée à faire ceci. Et il présentait comme ça tous les personnages. Voilà, il distribuait les rôles, c'était une sorte de monsieur loyal. Voilà. Et donc, commencer par un prologue, donc un avant-discours, c'est pas du tout une nouveauté de la part de Lagarce. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on a à la fois un théâtre extrêmement contemporain avec des thématiques sur la difficulté de dire les choses, la difficulté de communiquer, la difficulté de parler, et en même temps, on a une structure, une sorte de squelette qui, lui, date d'il y a 2500 ans. Donc vous avez à la fois cette espèce de fusion entre une organisation de la pièce qui remonte à l'Antiquité et des thématiques sur la difficulté à dire sa souffrance, la difficulté à communiquer avec ses proches,
les liens familiaux qui se sont distendus, qui sont des thématiques, bien évidemment, qu'on abordait assez peu quand on avait des pièces qui renvoyaient à la guerre de Troie ou à d'autres épisodes de la mythologie dans la tragédie de Échille, Sophocle ou Euripide. Évidemment, quand vous lisez les Perses d'Échille, on n'est pas trop dans des problèmes de comment est-ce que je vais annoncer à ma maman et à mon frère que j'ai du mal à communiquer avec eux. Non, bon, c'est des gros guerriers qui vont aller s'entretuer, c'est autre chose. Bon, alors, reprenons. Donc, Louis dit, plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai l'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. On commence cette pièce, nous sommes lecteurs et spectateurs saturés par les informations temporelles. Plus tard, l'année d'après, ligne 5, l'année d'après, ligne 6, de nombreux mois déjà, ligne 9, l'année d'après, ligne 15, l'année d'après, ligne 20, l'année d'après. En 20 lignes, l'expression l'année d'après est répétée à 5 reprises. Si en plus on se souvient que dans la didascalie initiale, on nous disait, ou bien encore durant près d'une année entière, on a véritablement une redondance, une répétition. Cette année d'après arrive comme un leitmotiv. Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, 5 fois en 20 lignes. Il faut que vous soyez attentifs à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette temporalité avec l'année d'après? Eh bien, on peut penser que c'est la durée qui s'est écoulée entre le moment où il a appris sa maladie et le moment de son décès. Et dans ce laps de temps entre le moment où on lui annonce qu'il est malade et le moment où il meurt, il va placer ce dimanche durant lequel il rencontre son frère, sa mère, sa sœur, sa belle-sœur pour tenter de leur annoncer cette mort à venir. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que nulle part dans ce prologue ni dans la pièce, il n'est fait mention d'un nom de maladie. Voilà, on ne sait pas véritablement, c'est pas explicite, on ne sait pas véritablement la cause de cette mort. On sait qu'il va mourir, on sait qu'il est atteint d'un mal incurable, mais ce n'est jamais, jamais dit. Alors, si on fait une projection un peu autobiographique, c'est-à-dire que si on projette la vie de Lagarce un petit peu sur la pièce. Alors attention, attention, je le répète, je vous regarde bien dans l'œil de la caméra, ce n'est pas une pièce autobiographique. C'est pas parce que Louis est écrivain et que Lagarce est évidemment écrivain et metteur en scène que Louis devient un double de Lagarce. Non. Cependant, il y a des éléments autobiographiques que l'on retrouve un petit peu disséminés. Jean-Luc Lagarce est, durant les années 80, contaminé par le sida, qui était dans ces années une maladie qui venait d'être découverte au tout début des années 80 par le prix Nobel de médecine français, M. Montagnier. Bon, comme de très nombreux autres écrivains ou artistes, il est contaminé par cette maladie. On peut citer Hervé Guibert, qui est un écrivain qui a écrit le protocole compassionnel, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. On peut citer le philosophe Michel Foucault. Voilà, bon, ils sont nombreux à avoir cette maladie. Et effectivement, Lagarce, bon, quand il écrit juste la fin du monde, il lui reste quelques années à vivre, il va mourir dans les années 90. Voilà. Mais, j'insiste, ce n'est pas une pièce autobiographique. Il y a des petits éléments. Donc,
Ne parlez surtout pas d'une quelconque maladie, ne mentionnez aucune maladie, il n'y en a pas dans le texte, n'allez pas inventer quelque chose qui n'est pas là. Bon, donc, et puis aussi, on a la référence à l'âge, 34 ans. Voilà, il se trouve que Lagarce va mourir à peu près dans ces âges-là. Bon. Ce qui est donc notable dans ce début de texte, c'est cette abondance de termes temporels, hein, de repères temporels. Mais ces repères temporels, ils nous perdent. Parce que plus tard, l'année d'après, ça annonce un futur. Et la phrase du dessous, j'allais mourir à mon tour, j'allais, c'est un imparfait, mais qu'on comprend comme il est mort et il parle de son décès. J'ai près de 34 ans maintenant, c'est du présent, et c'est à cet âge que je mourrai, c'est du futur. Donc toutes les temporalités se mélangent, présent, passé, futur, d'accord, pour finalement nous dire que pour moi, on a un mort qui nous raconte un événement qu'il a vécu de son vivant. Voilà. Donc en fait, si on part dans cette idée-là, la pièce devient une sorte de flashback, de retour en arrière, et comme on dit en français, d'analepse, de retour en arrière. Voilà. Et là, ça devient un petit peu plus clair. Il y a un très grand texte de littérature, un roman qui date des années 1940, que Lagarce connaît forcément, qui, dans son incipit, perd un petit peu comme ça le lecteur en mélangeant les époques. C'est L'étranger d'Albert Camus. Quand, dans la première phrase du texte, le personnage narrateur, qui s'appelle Meursault, dit cette phrase qui est une des plus célèbres de la littérature, « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier. » Déjà, nous, lecteurs, nous sommes assez stupéfaits, estomaqués par ce qu'on découvre. Voilà. Bon. Je rappelle, une scène d'exposition, ça a pour but de nous informer et ça a pour but de créer de l'attente pour nous donner envie de voir la suite ou de lire la suite. Donc ici, on a des informations, on a beaucoup d'informations de temps, mais en fait, on en a tellement qu'elles finissent par nous perdre. Et on a aussi des informations pour répondre à la question « qui ?» On a un personnage qui nous dit, voilà, j'ai 34 ans, je suis à l'aube de mourir, d'accord? Mais en même temps, on a du mystère, on n'a pas de réponse à la question quoi. On ne sait pas de quoi est-ce que le personnage va mourir. Il ne nous informe pas sur ça. Et donc, c'est le fait qu'on ait des informations parcellaires, incomplète, qui crée cette attente et cette envie d'en connaître davantage, d'en savoir davantage. D'accord? Donc quand il dit « j'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai l'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais, revoilà l'imparfait, à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir, de nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini l'année d'après. » Il faut reconstituer une sorte de schéma intellectuel. On lui annonce qu'il n'en a plus pour très longtemps, quelques mois, un an. Et puis après, bon, il y a la date de sa mort. Dans ce laps de temps, finalement, c'est une sorte, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, de mort vivant. C'est-à-dire qu'il a l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il sait qu'il va mourir. Il attend, il est un peu dans l'antichambre de cette mort prochaine, dans une sorte de sas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour la suite et la fin de cette analyse du prologue.